Bonjour et bienvenue dans Y'a du bruit dans la bobine, un podcast où l'on cause cinéma avec passion, où l'on découvre et redécouvre sans prétention. Ici règne bonne humeur et un brin de mauvaise foi. On n'est pas journalisté, ça s'entend parfois, on est juste deux copains, un micro, des blagues et des films, et on s'est dit allez, partageons tout ça pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, on parle de fantômes, mais pas que. On parle de ce qui reste quand tout est parti, de silence, de murs qui gardent la mémoire, de draps blancs, qui traversent le temps. On parle d'amour, de perte, et on parle surtout de deuil. Aujourd'hui, on vous parle de A Ghost Story, le poème spectral et mélancolique de David Lorley. Et pour animer cet épisode, je suis accompagné par la seule personne au monde qui pense que AI de Spielberg n'est pas un film de Steven Spielberg. Cédric. Et moi je suis avec celui qui, en parlant de Spielberg, a été apeuré devant E.T. quand il l'a vu la première fois. Salut Manu. Salut Cédric. Je sens que ça va être sympa comme épisode. Ambiance. On sort tout juste du visionnage. Bon, vous l'avez compris, c'est moi qui ai fait découvrir à Cédric ce film. C'est un film que j'aime énormément. Cédric, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu de quoi que ça cause ? Eh bien, dans une banlieue modeste, un homme meurt tragiquement dans un accident de voiture et au lieu en fait de passer dans l'au-delà, il se retrouve à rester dans le monde de vivant mais invisible à eux et condamné à errer dans sa propre maison et à regarder sa femme endeuillée devant lui. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Est-ce que t'as aimé ce film ? Oui, j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve que le premier acte est beaucoup plus intéressant pour moi, car il me parle un peu plus. J'ai eu plus de mal sur le deuxième acte, on va en parler. Et puis le troisième et le final, qui est vraiment fabuleux. Je trouve que c'est un film qui est super, la photographie est magnifique, il y a des plans qui sont complètement dingues. Et puis Rooney Mara, quoi. Donc on va détailler un petit peu plus les trois parties que tu as identifiées. Donc la toute première, au démarrage du film, en fait, on va surtout suivre cette histoire d'amour d'un jeune couple qui emménage. Très rapidement, on est confronté au décès tragique de C dans un accident de voiture, juste à côté de la maison. Moi, il y a une scène que j'aime énormément, qui est la scène justement chez le légiste, Ouais. où en fait c'est une scène un peu de transition, où on découvre, elle s'appelle M. Donc, elle découvre son compagnon sur un lit d'autopsie, et en fait cette scène est assez lente, comme beaucoup de scènes au début du film, et en fait elle va, c'est une scène un peu de transformation ou de caractérisation de personnage, puisqu'en fait elle va recouvrir le corps de C avec un drap, qui va être plus tard dans le film, enfin juste après en fait, le drap du fantôme, puisque c'est un fantôme, on va dire, classique, comme dans l'imaginaire de quand on était gamin, c'est-à-dire Oui, tout à fait, c'est l'imaginaire populaire. un drap avec deux trous noirs pour les yeux, et c'est assez mignon, c'est assez beau. Moi je trouve que la caractérisation du personnage du fantôme est vraiment belle. Il y a je trouve qu'il raconte beaucoup de choses en fait, dans ses positions et dans ses attitudes. Il est hyper expressif alors qu'en fait c'est juste un drap, et là il faut peut-être reconnaître un talent à ce Casey Affleck. à ce Casey Affleck un petit peu problématique comme comédien, mais bon, je trouve qu'on revient un peu à des bases de cinéma, du muet. Enfin voilà, on va suivre le deuil de M, qui va habiter dans cette maison, et cette espèce de communication impossible qu'elle a avec le fantôme. Ça dure peut-être un tiers du film. Il y a une deuxième partie que je trouve plutôt courte. Bon, je pense que pour toi, Ouais, elle a été assez longue, hein. Donc la deuxième partie, en effet, c'est M s'en va, et donc on va suivre les nouveaux habitants de la maison au fur et à mesure, et tout l'impact que ça a sur le fantôme, sur le fait que ce soit sa maison qui habite. En effet, ça c'est toute la deuxième partie. Moi je l'ai trouvé assez longue, cette partie, elle me pose beaucoup de problèmes. moi je l'ai trouvée courte pour le coup, mais alors oui, effectivement, je vois où elle peut être longue, parce qu'il y a tout un monologue d'un des habitants où il y a une fête dans la maison, et il y a une personne qui a une grande théorie sur
sur la vie, l'humanité, etc. C'est même pas ça, je trouve que c'est long. Parce qu'en fait, au contraire, ce monologue-là, c'est peut-être la scène la plus intéressante d'ailleurs de la deuxième partie, moi je trouve, Ouais. qu'annonce notamment la troisième partie qui, pour le coup, liée à ce monologue, devient hyper intéressante. Moi, la deuxième partie, bon, on va y revenir, mais c'est la personnification du fantôme et ses Alors oui, il y a, sentiments il y a un petit qui me sujet là. pose. Cédric, il est chafouin sur le Voilà. fantôme. Non, c'est pas que je suis chafouin, mais déjà, je m'attendais à ce que ce soit Patrick Swayze, comme dans Ghost, parce que le film commence exactement de la même façon. Et là, Manu me fait les gros yeux, mais quand il meurt, il est à l'hôpital, il y a le puits de lumière, il y va pas, ça se referme, et là, il est à l'hôpital et il erre. Comme dans Ghost. Je voulais voir une scène de poterie, j'en ai pas eu, donc oui, je suis Donc vachement déçu. déçu. Voilà, Ouais, je suis déçu. vachement déçu. Ouais, bah, je comprends. Non, plus sérieusement, ouais, la deuxième partie me pose plus de problèmes par rapport à ça. Ouais. Et puis la troisième partie, elle est beaucoup plus métaphysique. Donc je pense que la troisième partie, elle a perdu pas mal de gens. Je pense que c'est la partie un peu plus compliquée entre guillemets, Ouais. puisque on avait quand même un récit qui était peut-être un petit peu linéaire sur le début, hyper intéressant mais linéaire. La deuxième partie, bon toi elle ne t'a pas plu, mais moi j'y trouve un intérêt, même si c'est pas ce que je préfère dans le film non plus, hein. Et la troisième partie, bon bah là, voilà, Elle est plus universelle, la troisième partie, en ouais, parce fait. qu'il y a plus de maison, ou en tout cas la maison est beaucoup plus grande que juste le petit C'est territoire, ça, etc. exactement. Et cette partie-là, moi je la trouve hyper intéressante et hyper belle parce qu'en fait elle met énormément de perspectives et elle nous fait nous poser aussi des grandes questions existentielles. Bah, c'est là où la première partie et la troisième partie sont hyper intéressantes, je trouve, parce que la première partie, il va falloir qu'on la redétaille quand même, cette Parce première que je l'ai partie. mal détaillé, c'est pour ça. Non, non, c'est pas ça, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Oui. Mais dans cette première partie, on est plus face à nous-mêmes. C'est un ressenti très, très personnel et la façon dont on va vivre ces scènes-là, face au deuil, à la solitude. Là où la troisième partie, pour moi, est beaucoup plus universelle, donc elle nous pose plus en tant qu'humain globalement que purement émotion personnelle. C'est ça que moi, je vois une grande différence là-dessus. Et je peux comprendre que les gens aient lâché sur la troisième partie, qui pose plus de questions métaphysiques que Ou sur la première, religieuse, parce que... ou religieuses que sur la première partie. Bon, on va détailler un petit peu tout ça. T'avais envie de le voir ce film ou pas? C'est un film qui faisait partie de ma watchlist, ouais. Ça fait très longtemps, j'ai jamais eu l'occasion parce que je pense que comme tout cinéphile, on a une liste de films à voir énorme qui fait des kilomètres de long. Et puis parfois, en cherchant un film, je me mets à re-regarder des films de Arnold Schwarzenegger ou Sylvester Stallone, alors que je devrais regarder ce film-là. Donc oui, ça fait longtemps que je veux le voir. Et là, c'était l'occasion. Je savais que tu l'avais mis dans Hmm. la watchlist et je suis très content de l'avoir vu. Ouais. Est-ce que tu connais un petit peu le cinéma de David Lorley? Alors très peu, j'avais vu The Green Knight avec Ouais. Dev Patel. Ouais. J'avais pas aimé. Ouais, je pense qu'il faudrait que tu le revoies parce que je pense qu'il y a vraiment... À l'époque, j'avais trouvé ça magnifique. Vraiment. J'avais été très décontenancé. Ouais, faudrait que je le revoie, mais je sais qu'à l'époque, j'avais pas accroché plus que ça, hormis le fait que ce soit très très beau. Et Ok. que Dev Patel est toujours énorme en fait. Oui. C'est un réalisateur, un jeune réalisateur qui est de 80, qui est relativement jeune, qui est né au Wisconsin et il a grandi au Texas. Il est passionné de cinéma et de montage. Son premier film date de 2009 et il a eu un petit succès parce que il y a eu ça s'appelle Saint-Nick. Moi, je l'ai pas vu, hein. J'ai lu que voilà, il a eu une assez bonne presse parce qu'il y avait tout un côté assez sensible et contemplatif. Bon, ce qu'on retrouve On le retrouve dans tous ses films. Hein. dans. Mais c'est vraiment avec Les Amants du Texas. Je sais pas si tu l'as vu. Non. C'est un super film. C'est un film de 2013 avec déjà Rooney Mara et Casey Affleck, D'accord. où en fait on va suivre en gros un couple, pas de malfrats, mais en tout cas, et voilà, il y a un acte terrible qui est fait. Donc il y a aussi cette notion un peu d'absence puisque ils vont être séparés. C'est un peu un Bonnie and Clyde un peu si tu veux. Ok. Ça fait longtemps que j'ai pas revu le film, hein, mais j'essaie de le simplifier. En gros, Casey Affleck part en prison, il s'évade. Et tout l'enjeu, ça va être qu'il puisse retrouver sa femme qui entre-temps a eu un enfant et de voir comment est-ce qu'elle a évolué de son côté. Est-ce qu'elle est toujours tiraillée de la même manière? Est-ce qu'elle est toujours amoureuse?
Enfin voilà, c'est un très très beau film qui, pareil, il a une très très belle photo, c'est assez arty. Il s'est fait connaître vraiment par ce film-là. Le duo de comédiens, la réalisation, etc. Donc il s'est fait reconnaître à Sundance et à Cannes, à la semaine de la critique. On l'a comparé aussi un petit peu à l'époque à Terrence Malick. Bon, vite fait. Il a aussi réalisé, alors il a toute une carrière Disney, je sais pas si t'as regardé. Ah non. Non. Il a réalisé Peter et Elliot le Dragon, Ah, le film? le film. Ouais, je l'ai pas vu. J'ai vu que celui, je sais plus quelle année, 70, je crois. Ouais, alors moi j'ai toujours eu un tout petit peu de mal avec, avec l'original. Voilà, mais le film est vraiment génial. Mais je crois que tu m'en avais parlé, hein, et c'est un film que je devrais voir avec mes enfants, je pense. Complètement, ils vont adorer. Parce que déjà, le petit garçon, il est trop mignon. Et le dragon, il est trop génial. Donc après, ça reste ça fait partie des Disney qui sont quand même très très naïfs. Il n'y a pas une grande lecture dans le film, mais c'est un joli film d'aventure, c'est un joli film pour les enfants. Et ça fait partie un petit peu de l'objectif de Disney à ce moment-là, c'est-à-dire de ramener des auteurs un petit peu Ouais. typés Sundance, enfin voilà. Bon, pas que, hein, puisque l'idée Disney, ouais, donc c'était de reprendre un peu des réalisateurs peu connus ou au contraire des réalisateurs plutôt en vogue, Ouais, ou qui ont une patte en fait. ouais, qui ont une patte graphique assez définie pour apporter un peu justement une nouvelle image. Bon, alors là où ils se sont complètement cramés, hein, chez Marvel, puisque on ne perçoit quasiment plus les auteurs en fait, hein, dans les réalisations Marvel. Là, David Lurley, dans Peter et Elliot le Dragon, ça reste un Disney, ça reste voilà, mais il y a quand même une poésie que l'on retrouve que ce soit dans Green Knight, dans Ghost Story, ou même dans Les Amants du Texas. Il y a on retrouve cette chose-là dans son Peter et Elliot le Dragon. Ok. Et du coup, Ghost Story s'inscrit juste après son premier Disney. Après, il va faire The Green Knight. Et en 2023, il a réalisé le Peter Pan et Wendy. Et puis, toujours chez Disney, il a réalisé quelques épisodes de Skeleton Crew. Moi, je connais pas du tout cet univers-là, mais il a réalisé 2-3 épisodes. Moi, j'ai juste regardé le premier épisode de la série. J'ai bien aimé. Ça change un peu de tout ce qui a été fait. Il y a un côté très 80s dans cette série-là. Après, j'ai pas poursuivi plus que ça parce que je suis un peu gavé de toute la saga Star Wars et tout ce qu'ils en ont fait. Mais ça sort un peu du lot. Pas autant qu'Andorre, mais c'est pas mal. Donc en fait, quand il réalise A Ghost Story, il sort tout juste de Peter Elliot le Dragon, donc un gros film, enfin en tout cas un gros budget Disney. Et c'est cette expérience industrielle qui le fait retourner vers quelque chose d'un peu plus artisanal. En tout cas, c'est ce qu'il dit, parce qu'il a tourné le film complètement en secret, avec un petit budget. Donne un chiffre. Je sais pas, après Rooney Mara et puis Casey Affleck sont comme des acteurs assez... je sais pas, si tu me dis petit budget, allez, 10 millions? Non, je crois que tu Non, moins que n'y es ça? pas du tout. Ah ouais? 100 000 $. 100 000 $ Ghost Ouais. Story? Putain, la vache. Une équipe réduite dans la petite maison. David Lurley a dit en interview à IndieWire en 2017: j'ai fait A Ghost Story parce que je me sentais perdu après un gros film. C'était comme m'écrire une lettre à moi-même sur ce qui a du sens. Ah bah ça s'explique beaucoup dans le film du coup. Le film a été assez critiqué sur son côté un peu arty, Sundance, le filtre un peu Instagram. Moi, je trouve que ça sert vraiment le propos, parce que déjà, on a une image, alors 4 tiers, je sais pas si Bah ça fait pas forcément 4 tiers, ça fait plus peu. forme un peu diapo, quoi. Enfin plus super vite. Bah, je pense que c'est 4 tiers, mais Bah avec les bords arrondis, je suis pas convaincu. alors avec les bords arrondis, Oui, mais oui, je alors pense que c'est c'est oui, d'accord, un ok, effet de ouais. style, je pense, plutôt. Bah non, parce qu'à l'époque, t'avais, je sais plus quelle caméra qui filmait comme ça en 4 tiers, mais avec les bords arrondis. Mais ça, je pense que c'est pour accentuer le côté souvenir et puis le passé en fait. Hein. Bah, on peut parler de la photo qui est vraiment magnifique. Moi, ce que j'aime, c'est sur ce format un peu Polaroid, en fait, je sais pas si tu te souviens quand tu étais gamin et que tu faisais des photos, tu avais des fois des fantômes, enfin en tout cas des formes de couleurs, Ouais, des flashs de lumière ou voilà, autre, ce genre de choses. des halos quoi. Et je trouve que l'image du film, elle est vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où tu as l'impression que
que c'est vraiment intégré dans l'image, ce côté fantomatique, en fait. C'est pas uniquement la présence, du fantôme, c'est également, le grain, la texture, la lumière, les formes, les halos de lumière contre le mur. Et ce côté justement, argentique, dans l'image est complètement, à propos. Bah, je pense qu'elle sert, 2 propos. Elle sert le fait que, bon, le film parle avant tout, bon, du deuil, mais aussi, de la mémoire, des souvenirs, de l'oubli. Donc forcément, il y a ce côté-là qui va être servi avec ce style. Hem et deuxièmement, c'est parce qu'on le voit dans le film où, il distingue des halos de lumière qui pourraient représenter les fantômes et je pense que sans ça, ça aurait été, beaucoup trop artificiel. Par exemple, s'il l'avait utilisé un peu comme les halos utilisés par Spielberg, ça aurait pas donné la même chose, en fait. Donc le fait d'utiliser, ce style, je pense que ça sert, le propos du film. Je peux comprendre un peu, même si j'adhère pas du tout, mais je comprendrais la critique, ce film, a quand même l'apparence, tu vois, du film un peu arty, bobo, sorti de Sundance, la petite musique électro, et cetera. Il y a eu beaucoup de critiques, hein, à ce niveau-là, sur des gens, enfin, qui ont pas vraiment, apprécié ou qui l'ont trouvé assez caricatural. Moi, pas du tout. Moi, je trouve que, comme tu le disais juste avant, en fait, je trouve que, tout cet univers, stylistique, sert vraiment le propos du film. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais en revanche, non, moi je la comprends pas en fait cette critique-là parce que aujourd'hui, à partir du moment où un réalisateur, met en place des effets de style pour essayer d'appuyer un propos, ça pose un véritable problème. Alors je parlerai pas de ton dégoût, de Nosferatu de Robert Egger sur le fait que ça soit super beau et que, il n'y ait que ça, mais, Alors, on va ce n'est pas un dégoût, c'est un inintérêt. tu as de l'intérêt quand ça t'arrange. Faudra vraiment qu'on le débriefe à un moment donné, ce film, parce qu'on fait que d'en parler à chaque fois, donc Mais il est génial. Hein, Manu? Il est génial Nosferatu de Robert non, de Egger. toute façon, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce que moi, les effets de style, je les aime quand elles ont un intérêt, et tu viens juste de le démontrer. Donc, en l'occurrence, dans A Ghost Story, elles ont vraiment un intérêt immersif, ce qui n'est sans doute pas le cas dans plein d'autres films. Dont Nosferatu. Non, arrête. Arrête ta mauvaise foi, ça commence à bien faire. Non, mais bon, bref, aujourd'hui, c'est A Ghost Story, voilà. On va reprendre la première partie du film parce que je pense qu'il y a Ouais. il y a des choses, il y a des sujets sur lesquels tu voulais qu'on échange. Moi, cette partie-là, j'ai vraiment adoré, la partie, du deuil. Déjà, bon, Rooney Mara est excellente, mais on savait déjà, hein, il y a pas de sujet là-dessus. Ma scène préférée, ça restera, quand elle mange la tarte, heu, que lui a apportée une amie et qu'elle s'effondre complètement et en fait, on a un plan fixe qui dure, 5 minutes de Rooney Mara mangeant une tarte avec le fantôme qui est derrière, qu'on voit même pas en entier, hein, mais juste elle se goinfre de tarte jusqu'à, vomir à la fin et cette scène-là, moi, je la trouve vraiment poignante parce que, c'est pas anodin qu'elle se goinfre de tarte, c'est juste qu'en fait, elle comble, le vide et la solitude, jusqu'à en vomir, en fait. Elle n'en peut plus d'être, seule, d'être face au deuil, d'être face à ce vide-là et cette scène, qui peut paraître super ennuyeuse sûrement pour certains, moi je l'ai trouvée profondément magique, quoi et tellement bien réalisée. Hem, elle est longue, hein, Elle dure plus de 5 minutes, hein. elle dure plus de 5 minutes de Rooney Mara qui mange une tarte, mais en fait, c'est pas juste Rooney Mara qui mange une tarte, c'est juste une femme qui a perdu son mari. J'avoue, quand on l'a vu, je me suis dit: «Je sais pas s'il va adhérer». C'est tellement Ah bon? long, la scène est très, très longue. Ouais, mais Moi, c'est la troisième fois que je vois le film, la première fois, j'étais vraiment sous le charme. La deuxième fois, je commençais un peu plus à la décrypter, à décrypter le film et je suis resté évidemment sous le charme. Donc là, c'est la troisième fois et c'est vrai que moi, je l'ai trouvée un poil longue, cette fois-ci. Peut-être parce que je l'ai déjà vue, je sais pas. Mais ce que tu dis est assez vrai parce qu'en fait, cette scène-là, c'est un plan fixe, enfin, c'est 2 plans, fixes. oui, le premier où elle est debout, face à la table et elle commence à manger, la tarte qui est posée sur la table et puis après elle prend le plat et va s'asseoir par terre contre le meuble de la cuisine, ouais. Et moi, j'aime surtout le deuxième plan, parce que je trouve que la composition est vraiment très, très belle et juste sur la droite, on voit, le fantôme, qui est lui, qui est figé, immuable,
qui la regarde, mais elle peut pas le voir puisque, je sais pas si on l'a déjà dit, mais en fait, ouais, il y a une incapacité de communiquer entre eux. Oui. C'est-à-dire que, lui, il est là à voir, sa copine faire son deuil sans pouvoir interagir directement avec elle et je pense qu'au fond de lui, et ça transpire, il a tellement envie d'avoir un contact avec elle, mais sauf que c'est complètement, impossible et là, le fait de le voir, comme ça, figé et enfin, ouais, je trouve cette scène vraiment, magnifique et en plus la tension monte parce que, naturellement, on se dit: «Bah, franchement, elle va finir par vomir, quoi». Parce que là, elle mange au début, elle mange un peu machinalement, puis après, Une elle crise de boulimie, hein, voilà même. et en fait, le seul truc, c'est qu'on se dit, beh, il y a une espèce de tension bizarre. Moi, je l'avais pas senti comme ça les premières fois, mais là, j'ai senti une tension bizarre en disant: «Mais non, mais elle Ouais, va je suis assez vomir» d'accord. et pourtant je connais la finalité, je sais ce qui va se passer après, mais là, je me dis: «Non, elle va vomir, elle va vomir, elle va vomir» et cette scène est vraiment, alors dit comme ça a l'air un peu rude, ça l'est, mais elle est vraiment très, très belle et je pense qu'elle raconte, énormément, énormément et il y a une cette espèce de rupture de rythme aussi. C'est-à-dire que alors le film est pas hyper dynamique, mais ça l'était un tout petit peu plus juste avant et là, d'un seul coup, la caméra, elle s'arrête littéralement. Mais tu vois, dans cette scène-là, c'est là où, bon, on a discuté tout à l'heure, on n'est pas forcément d'accord sur la place du fantôme dans le premier acte. Où moi, je trouve que sur cette scène-là, quand toi tu dis que le fantôme est là dans son incapacité plutôt à lui parler, à la soutenir, moi, le fait qu'il soit immobile derrière représente plus le vide. Le fait qu'il manque réellement quelqu'un et qu'elle est seule face à sa solitude. Moi, c'est ça que je vois dans cette scène-là, dans la position du fantôme. Pas que lui, en fait, la regarde avec de l'empathie parce qu'il ne peut rien faire pour elle. Moi, je vois plus ça de son côté à elle, où il manque vraiment la présence, en fait. Alors, je Tu je vois? je comprends ce que tu dis et je suis, un petit peu d'accord avec, toi là-dessus parce que c'est pas dans cette scène-là où lui, il a enfin, c'est pas dans cette scène-là où lui, il va la chercher ou en tout cas, il a envie de communiquer avec elle. En fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que cette scène-là, de la manière dont elle est filmée dans la deuxième partie, c'est-à-dire quand tu as les 2 profils, c'est qu'en fait, le fantôme nous fait face et en fait, le fantôme, c'est un miroir de nous et moi, la manière dont je comprends cette scène-là, c'est-à-dire que le réalisateur nous oblige à regarder, cette tristesse, ce malheur, ce désespoir-là et le fantôme, lui, c'est juste notre miroir. C'est juste lui qui c'est juste comme si c'est nous qui étions à sa place, en fait. C'est vraiment moi, je le vois vraiment comme un miroir sur cette scène-là. Sur d'autres scènes, bon, il y a d'autres manières de l'interpréter, mais là, c'est plutôt, de se dire, on est confronté à ce à des deuils qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'intimité. On voit des deuils, on a les scènes d'église où on va tous pleurer, machin, ou des trucs comme ça. Mais là, on est dans quelque chose de tellement, banal, une scène du quotidien et c'est là où le deuil est le plus dur. C'est pas, dans des, cérémonies ou dans des évocations, directes. C'est dans les petits trucs du quotidien où en fait, il faut juste, bah, s'alimenter, en fait. Mais s'alimenter, ça veut dire quoi quand on se sent vide et qu'on a perdu déjà beaucoup? Il y a beaucoup de repères, ouais. Mmh. Donc en fait, pour moi, cette scène en tout cas je peux être d'accord avec toi, dans certaines scènes sur la position du fantôme, mais là, je pense que c'est le réalisateur qui nous dit: «Ben voilà, une scène banale, regardez» et en fait, vous allez la regarder pendant l'intégralité qu'elle mange, donc il y a plus de 5 minutes. Donc ça veut dire nous forcer en fait à voir le deuil dans sa banalité et c'est peut-être là où il est le plus dur. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, bon, sur le reste de l'acte, je pense que c'est à peu près pareil. Moi, personnellement, j'y vois vraiment comme le fantôme comme la présence. Tu sais, quand on perd quelqu'un, il y a, et qu'on va chez lui, ou même si c'est chez nous, hein, il y a toujours l'impression que la personne est toujours là, en fait. Et pour moi, ce fantôme, en fait, représente ça. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais qu'on n'est pas d'accord, Mmh. hein, là-dessus, mais moi, je le vois tel quel. C'est-à-dire que c'est cette présence qu'on imagine toujours, malgré la tristesse, la solitude, Mais etc. je voudrais juste te poser une question. Est-ce que, c'est pas une vision que tu as de base et Mais que tu as, projetée sur le film? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que le film ne montre pas ça. bah, je pense que de toute façon, l'acte 1, et c'est pour ça que je te disais ça, on en parlait tout à l'heure, qu'il est, je pense, beaucoup plus personnel que l'acte 3.
C'est parce que, l'acte 1, on va y projeter, nos propres deuils, hein, et la façon dont on l'a vécu. Honnêtement, oui, moi les deuils, je les ai vécus comme ça. Moi quand je vois Rooney Mara, seule chez elle avec le fantôme derrière, c'est pour moi j'y vois réellement juste la présence, le fait qu'il y ait la solitude, qu'on imagine toujours que la personne est là et qu'on est face à du vide. Et Alors, dans toutes les scènes de l'acte 1, moi j'y vois, ceci. Alors je sais qu'on n'est pas d'accord parce que enfin c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'on l'a pas ressenti de la même façon. alors moi, je l'ai pas vu du tout comme ça, parce qu'en fait, elle ne ressent pas physiquement la présence d'une personne. Il y a aucune scène où en fait, parce que ça, typiquement, tu peux l'illustrer, ce que tu dis, tu peux l'illustrer par un frisson, par quelque chose qui tombe, et en fait, non. En fait, il est très monolithique, ce fantôme-là. Lui essaye de communiquer, mais pour elle, elle l'a déjà mis sous son drap, il est déjà plus là depuis la morgue. Donc Non, je là, et moi, je ne vois pas, moi, je la vois pas à la recherche de l'être perdu, je la vois juste, surtout, essentiellement, gérer son deuil, et elle le cherche pas dans la maison, par exemple. c'est pas savoir que la personne est là ou la chercher en fait. C'est juste avoir cette sensation, cette imagination que la personne était là et qu'elle ne l'est plus et de pouvoir la voir. C'est pas ressentir le fait: «Ah peut-être qu'il est là, j'ai des Ouais, frissons» ou autre, c'est mais pas du même tout. quand tu dis ça, j'ai pas l'impression que le film nous montre ça. Bah, moi en tout cas, c'est ce que j'y vois. C'est là où je sais pas si c'est ta représentation générique des fantômes que tu essaies d'appliquer au film, ou si c'est une réalité dans le film. Moi, encore une fois, je le vois pas du tout comme ça, parce que je trouve que c'est pas montré dans le film. Moi, je ne vois que des symboles dans le fantôme. Dans ce fantôme-là, en tout cas. Je vois des fois le regard du spectateur, le réalisateur qui nous dit regardez ce que c'est, regardez ce que c'est que le deuil. Il symbolise aussi l'attachement à un lieu, le témoin du temps qui passe. Mais ça, on le voit beaucoup dans l'acte 3. Mais attention, hein, quand tu parles de ma représentation du fantôme, moi, j'y vois pas une représentation de fantôme, hein. C'est pas ça, hein. C'est clairement quand tu te retrouves seul avec quelqu'un qui est dans ta maison, quand quelqu'un est parti, c'est juste la sensation que la personne est toujours là. C'est pas une histoire de fantôme en fait, hein. C'est juste une projection que tu t'en fais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est justement quand tu parles de symbole, c'est ça. Toi, de ce que je comprends de l'échange qu'on a, toi, tu te positionnes plus du côté de la personne endeuillée. Tout à fait, ouais. Et je pense que c'est là où on est pas d'accord, c'est pas une question d'être d'accord ou pas, mais où on a des points de vue différents. C'est-à-dire que toi, tu te mets de son point de vue à elle. Alors que j'ai l'impression, moi, d'être plutôt dans l'inverse, d'être plutôt spectateur de son état, parce que je suis à la place du fantôme qui la regarde. Je simplifie un peu le truc, hein, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que forcément, on part pas, tu vois, forcément du même point de vue. Non, mais je suis d'accord. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, hein. Je suis d'accord. En effet, on n'a pas le même point de vue. Et c'est d'ailleurs pour ça, et on en parlait tout à l'heure, hein, mais que sur l'acte 2, ça m'a posé beaucoup de problèmes. Parce que la façon dont toi tu vois les choses, tu personnifies en fait le fantôme. Alors que moi, je le personnifie pas du tout dans l'acte 1. Pour moi, il est plus un symbole que une personne à part entière. Et c'est là où dans l'acte 2, en revanche, il devient une personne à part entière, puisque M part de la maison et s'ensuit l'arrivée des nouveaux habitants. Là, moi, j'étais complètement décontenancé et je n'ai pas spécialement aimé que le fantôme devienne en fait autre chose qu'en tout cas ce que j'avais imaginé. Je comprends ton point de vue et ce qui explique hein, derrière Mmh. l'acte 2. En fait, quand on prend ta vision des choses, en effet, ça explique cet acte 2-là. Mais moi, je trouve ça dommage en fait de personnifier ce fantôme pour qu'ensuite ça soit lui en fait qui soit plutôt assujetti aux événements et au temps et à la maison. Surtout dans l'acte 2. Hein. Euh, Parce que le film, il parlait enfin, il parle de ça. oui, mais il parle de souvenirs. Je suis d'accord avec toi, mais en fait, quand le fantôme se met à acheter des assiettes ou autre parce que c'est sa maison, c'est pas juste l'histoire de l'oubli, du temps qui passe ou autre. C'est un ressenti émotionnel du fantôme, complètement personnifié, tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste un symbole ou une figure de style.
c'est réel, ça devient réellement un personnage. Oui, Et c'est là où moi, ça m'a pas, bah oui, c'est pas que parce ça m'a pas que plu, c'est que ça m'a plutôt gêné. oui, parce que t'es passé du point de vue de M au point de vue de C, et en fait, t'as pas vu la transition entre les deux. C'est-à-dire que d'un seul coup, comme M, alors pour expliquer, donc elle quitte la maison, il y a des nouveaux habitants dans la maison, et C, euh, il a actions en fait dans cette partie, enfin deux missions entre guillemets, c'est-à-dire de récupérer un message qui a été laissé par M. Ça l'obsède et je trouve ça tellement, moi je trouve ça hyper déchirant comme scène parce qu'en fait il n'a pas accès à ça, il n'y arrive pas. Et c'est horrible de le voir même physiquement essayer dans ce rebord De de gratter, ouais. mur, de gratter. Je trouve ça tellement déchirant, etc. En plus, elle est plus là. Et en plus de ça, il est confronté à des nouveaux locataires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est filmé d'une manière hyper intéressante pour nous suggérer que le temps passe, que le temps passe, que le temps passe. C'est-à-dire qu'on passe d'un moment où la caméra nous montre qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans la maison, ça tourne, on va dans la cuisine, mais d'un seul coup, la cuisine est complètement aménagée, comme si ça faisait 6 mois qu'elle avait été investie par les nouveaux locataires. Et puis, on va aller dans une chambre, on va voir des gamins jouer. Enfin, voilà, le temps file, on le voit même pas passer. Et va arriver un moment où C va commencer à essayer de faire peur à ses On va habitants. les faire fuir, hein, tout simplement, de sa maison. Et moi, en fait, cette partie-là, moi je l'aime bien. Enfin, c'est pas ce que je préfère dans le film, hein. Mais je l'aime bien. Déjà, le fait que le film s'ouvre un peu plus avec plus de personnages, qu'on sorte un petit peu de l'intime, parce qu'à la fin, on devient complètement universel. Et là, je trouvais que c'était plutôt une bonne transition entre la deuxième et la troisième partie, entre la première et la troisième partie. Je trouvais que c'était plutôt pas mal fait pour raconter l'attachement au lieu d'un espace d'un espace affectif en fait. Je trouvais ça vraiment vraiment très très bien. Alors le film sur la dernière partie devient complètement métaphysique. Il parle de plein de choses, on va en débattre juste après, mais il y a un truc qu'il commence à initier dans la deuxième partie, c'est qu'il veut laisser une trace en fait. Sauf qu'en fait, il n'y arrive pas et il ignore même la nature de la trace qu'il veut laisser. Et ça, je trouve ça tellement fort. C'est un élément qui sera développé dans la troisième partie, de manière beaucoup plus grande et ample, on va dire ça comme ça. Mais ouais, moi je l'apprécie parce que ouais, je trouve que c'est une bonne transition sur la troisième partie. Moi, elle m'a posé problème parce que, bon, quand il y a la scène, où, il fait peur aux enfants, où il va acheter les assiettes un peu façon, L'Exorciste, ça vire, dans le pseudo, c'est pas horrifique, peut-être pas quand même, peut-être Pas pas à du ce tout, non, non, point-là, mais mais c'est non, non, juste. mais c'est plus dans le sens où, il devient entre guillemets, je dirais pas attends, je cherche le mot parce que c'est pas doué de conscience, mais, en fait, c'est juste que dans la première partie, là où moi je le considère plus comme un symbole ou une figure de style, dans la troisième partie, il est un symbole pur pour l'humanité. Pour moi, c'est clair, on va y revenir après. C'est le temps qui passe, l'évolution, les souvenirs, etc., sur l'oubli. Et en fait, à cette partie, pour moi, au milieu, où il est personnifié, il me pose problème parce que ça va, dans ma vision du film en tout cas, eh ben, ça va en décalage de la première et la troisième partie. Et c'est ça qui me pose problème en fait. Quand je le vois faire peur aux enfants et tout pour faire fuir, je me dis, bah, à quoi bon C'était ultra intimiste avec des messages clairs et bien précis sur le deuil et tout. Pourquoi en fait on est arrivé là? Je trouve ça dommage en fait. Je trouve que parler des personnes qui sont décédées, du manque que ça peut procurer, de l'oubli aussi, hein, des personnes au fur et à mesure que le temps passe ou que ça devienne juste des souvenirs. D'ailleurs, le discours Mm. je sais plus, de l'invité ou autre au moment de la fête, c'est exactement ça, hein, le sujet, hein, c'est que peu importe que tu sois connu ou pas, que tu aies fait des sonates comme Beethoven, au fur et à mesure, en fait, on finira tous par mourir et on finira tous dans l'oubli. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Donc, j'ai du mal à comprendre l'intérêt qu'il y a à mettre en place des scènes où c'est veut que tout le monde fuit de la maison, quand derrière, autour, il y a beaucoup de symboles côté métaphysique sur l'oubli, sur le Alors deuil et tout attends, ça, tu vois. C'est ouais. ça qui me gêne beaucoup, Ouais, moi, dans alors cette partie-là. franchement, il y a une scène où il fait voler des assiettes, hein.
C'est tout, hein. Il fait voler des assiettes, il fait peur aux enfants une fois. Sinon, en fait, il découvre surtout. En fait, c'est un ancrage émotionnel, la Non, il maison. n'y a pas que ça, je suis pas d'accord avec toi, parce qu'il y a la scène où il fait peur aux enfants, ensuite il y a la scène où il fait tomber le cadre qui se brise, après il va Mais c'est la, jeter des assiettes. mais c'est la même scène. C'est une scène Celle du cadre et des assiettes, oui. Celle des enfants, non, parce qu'ils sont couchés, ils sont pas à table. Donc c'est deux scènes en fait successives. Ouais, alors, à t'échafouin pour 2 scènes, quoi. Non, c'est pas ça, c'est que personnellement, moi, ces scènes-là, Tu les trouves inutiles. bah, elles sont pas inutiles si, comme toi, tu personnifies en fait le fantôme. Mais Mais moi, si ce n'est qu'un symbole ou une figure de style pour parler de choses beaucoup plus grandes, je ne vois pas l'intérêt de mettre en place ces scènes-là. Parce qu'en fait, si tu parles, comme j'ai dit, hein, du deuil, de l'oubli des personnes qui sont parties, qu'on finira tous par mourir, etc., quel est l'intérêt de personnifier le fantôme et qu'il n'ait pas envie qu'il y ait des gens dans sa maison? Mais parce Ça, que, moi, j'ai du mal. mais parce que là, dans ce que raconte le film, c'est justement l'ancrage émotionnel. C'est-à-dire que la maison, cette maison-là, pour lui, c'est un ancrage émotionnel. Et c'est, Pour lui, pour le fantôme. mais bien sûr. Mais Mais c'est ça que c'est ça qui est gênant, Mais non, c'est ça qui te gêne. C'est pas Ah, ça qui est gênant. C'est que que, je trouve gênant, oui. voilà, c'est que moi, dès le début, je vois bah, ce que j'ai déjà dit, en fait, pas mal de choses dans le fantôme, et notamment le fait de vouloir s'ancrer émotionnellement, la difficulté que l'on a de se séparer de lieux qui nous ont été chers, la boucle mentale que l'on a quand on a des problèmes, des deuils ou des frustrations, ce genre de choses. Et c'est pour ça que le film boucle aussi. Et en fait, il arrive à se déboucler quand il trouve le message qui peut être vu sur... Voilà, et qui peut avoir plein d'autres significations. En fait, justement, ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'était que le discours de l'invité, qui a un discours très universel sur le fait qu'on est des grains de sable, et qu'en fait, dans tous les cas, on a beau vouloir être des grands artistes, etc., en fait, finalement, on finira tous poussière. Et en fait, il y a un discours sur l'art qui est vraiment très intéressant. Et, euh, et c'est aussi ce que le fantôme essaye de faire. Laisser une trace. Quel héritage. Et ça, je pense que la deuxième partie l'amorce. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est une bonne transition. Oui, mais justement, c'est là où on n'est pas d'accord, hein, mais, c'est que quand tu parles du fantôme laisser une trace, moi, c'est ça qui me gêne. Parce que le fantôme, ça n'existe pas, il laisse pas de trace en fait. Te servir du fantôme pour avoir un discours plus universel, ça me va en fait. Ah, c'est ce que ça dit. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que le fantôme veut laisser une trace. Non, ça. Non, c'est l'être humain qui veut laisser une trace. Et c'est Mais par extension, des vivants. Ouais, le par fait. extension, c'est l'humanité. C'est l'humanité qui a besoin de laisser une trace et un héritage. Ah bah, je suis d'accord, et ça c'est très bien fait et très bien. Enfin, on le voit très bien dans l'acte 3. Mais sur l'acte 2, moi, ça me pose un réel problème. C'est vraiment la réserve que j'ai, hein, sur le fait que, sur des discours universels, on vienne personnifier le fantôme avec ses propres envies et ses propres besoins. Et c'est ça qui me gêne. Bon, on va pas être d'accord. Qu'est-ce que t'as pensé de la musique? La musique, elle est superbe. Surtout cette. Alors, je sais pas si c'est Casey Affleck qui chante. Non. D'accord. Je t'ai étonné aussi, mais on sait jamais. Mais il y a un morceau, voilà, qui passe plusieurs fois où René Maral l'écoute en plus dans le casque. Et puis il faut savoir que Manu, il a un son ciné qui est quand même plutôt bien, avec bonne basse. Et franchement, cette musique-là, moi, elle m'a complètement emporté. Je trouve que même la BO, globalement, elle oscille entre des musiques un peu plus tristes, des moments joyeux. Voilà, la musique, elle est vraiment magnifique. La musique, elle est composée par Daniel Hart, qui collabore sur la majeure partie des films de David Lorley. Il est violoniste, compositeur violoniste et chanteur aussi. Il a travaillé avec des groupes comme Saint Vincent, Broken Social Scene. Et puis depuis quelque temps, il fait de la musique de film, et notamment le morceau donc, que tu évoquais, qui est dans le film composé par Si. C'est lui-même qui l'a composé et qui l'interprète via son groupe qui s'appelle Dark Rooms. Ok. Donc c'est un groupe électro, comme ça, c'est très ambiant, c'est vraiment
très très sympa. Et d'ailleurs, le son, d'une manière générale, dans ce film, moi je le trouve vraiment très très bon. Il y a un petit moment que j'aime bien au tout début, justement. Il y a une scène où il y a une apparition de fantôme dans la vie du couple. Une scène qui reboucle aussi avec la fin du film. Et cette scène-là, t'as M qui, donc évidemment, ils ne trouvent rien, ils entendent un bruit, un son sur le piano, ils vont vérifier, il y a rien, ils vont se coucher. Et j'aime bien parce que je pense que c'est la première fois que je pense que c'est la première fois que je l'entends. Je pense que j'avais pas un aussi bon son précédemment. Et en fait, on entend les battements de son cœur parce qu'elle dit qu'elle est un peu voilà Qu'elle a peur, ouais. qu'elle a eu peur, etc. Et je trouve en fait que ce moment-là symbolise vachement, enfin plein de choses dans le film. C'est-à-dire que des fois, on va être vraiment très précis sur des bouts de son, sur des. Et moi qui n'aime pas les films où il y a du son tout le temps, mais il y en a quand même beaucoup. Il y a quand même le film est quand même très très musical. Bah, je crois qu'hormis la scène de la tarte, je crois qu'il y a de la musique tout le temps, en fait, Quasiment hein. tout le temps. Ouais. Il y a toujours ce petit violon un peu. C'est bizarre parce qu'il est pas inquiétant, mais il est pas dissonant non plus, mais il est pas joyeux non plus. Ça dépend des morceaux, hein, et des scènes. Je trouve qu'il y a il y a des passages plus lancinants, en effet, mais il y a quand même des passages qui sont plutôt joyeux, hein. En fait, ça alterne entre, tu vois, des moments, on va dire un peu sérieux, et des moments où il y a ce côté un peu suspendu. C'est très flottant, c'est très fantomatique en fait, hein. Oui, c'est ça. Je connaissais le groupe Saint-Vincent, là. Ouais. Parce que le leader, il s'appelle Francky, je crois. Ok, super. Bref, Il est content. voilà, il est content, il est content. Il a fait sa vanne, il est content. Est-ce que tu peux nous parler un peu, alors globalement, on va pas rentrer dans les détails, mais des nombreux thèmes abordés par le film? Bah, il y en a beaucoup, beaucoup. Bon, on a parlé du deuil, hein, de l'oubli. Je pense qu'il y a aussi les souvenirs, forcément, qui seront abordés. Et puis, la vie, le temps qui passe, hein. Enfin, moi, c'est ce que, en tout cas, j'y ai vu. Il y a, alors je le répète, hein, il y a l'attachement complètement irrationnel au lieu, qui est un vrai sujet puisque c'est aussi quelque part le dénouement de l'histoire. Oui. Il y a le côté cyclique, tu vois, des traumas qui se répètent. Il y a deux choses, il y a une boucle et une duplication. Une duplication, ouais. Et puis de toute façon, dans l'errance, en fait, dans l'errance muette du fantôme, on pourrait le voir un peu comme un espèce de traumatisme, tu vois, irrésolu, sur lequel on peut pas mettre de mots. Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça que moi j'ai senti. La petitesse de l'être face à l'immensité du monde, Ouais, de la complètement, galaxie, ouais. parce que la troisième partie du film est complètement ouverte sur quelque chose de complètement métaphysique qui, je trouve, est assez grandiose en fait. Moi, j'adore la fin du film. Euh, et puis, il y a aussi ce côté l'héritage. Qu'est-ce qu'on va laisser, Ouais, je suis d'accord avec toi, qui ouais. démarre dans la deuxième partie et qui se concrétise dans la troisième. Alors, c'est marrant, je le vois pas plus que ça dans la deuxième, après, à part peut-être à la rigueur sur le discours fait Euh, par. T'as le discours. Ouais. Ça veut, en gros, hein, pour simplifier, il dit peut-être que dans des millions d'années, on se souviendra pas de qui fait quoi, mais peut-être qu'on chantonnera Beethoven, par exemple. Ouais. Et je sais pas si tu as remarqué, mais dans la troisième partie, dans la famille de pionniers qui vont construire la maison, j'ai eu l'impression, alors peut-être que je me trompe, mais on va vérifier quand même, Ouais. et on vous le dira, mais j'ai quand même l'impression qu'elle chantonne le morceau de Si. Alors, quelles sont tes scènes préférées dans le film? Eh bien, écoute, ma scène préférée, moi, je l'ai déjà dit. Il y en a tout d'abord une que je trouve très forte, c'est en effet Rooney Mara qui mange la tarte. On en a parlé pendant un petit moment, mais moi, je trouve cette scène vraiment fabuleuse. Et j'arrive pas à me l'ôter de la tête. Honnêtement, c'est une scène C'est que je vrai? trouve magnifique. Ouais. Non, mais t'as raison. Vraiment, c'est. Et je crois que tu me disais tout à l'heure qu'elle avait posé problème à certaines personnes quand même parce qu'elle était très longue et Parce que. qu'elle est hyper longue.
Mais moi, je me l'ôte pas. C'est une scène qui est poignante, qui est qui est vraiment, enfin, c'est frontal, quoi. C'est une vraie performance de comédienne parce que non seulement bah, elle ingère de la nourriture, mais qu'en plus, en fait, on sent en fait bah, le poids, la dureté, la douleur, la souffrance, en fait. Elle arrive à nous le faire ressentir. Il y a une deuxième scène qui m'a, je dis pas bouleversé, mais sur, justement quand on parlait de l'oubli et sur le fait qu'on puisse, facilement raser, les choses au nom, des avancées, je sais pas, technologiques, des avancées de vie, des villes et cetera. C'est quand il rase la maison, en fait, Hum, et qu'elle, est en miettes. hum. Vraiment, tout est à terre et il y a juste le fantôme, Ouais. au milieu, qui pour moi en fait représente, il y a plus rien, il reste plus qu'un seul souvenir et ça me fait vachement penser à tout ce qu'on peut raser, autour sans se soucier de qui vivait là. Est-ce qu'il y a d'autres scènes qui t'ont... Vraiment marqué, je sais pas, non, je pense pas. Et toi? Moi, il y a une scène que j'aime énormément, mais que tu vas pas aimer, c'est sûr. C'est les scènes de rencontre de fantômes. C'est vraiment une scène que j'aime énormément. Donc, au tout début, donc il est fantôme, il retourne chez lui, il essaie de communiquer, il voit qu'il n'y arrive pas, et il va à la fenêtre, donc c'est très beau, hein. Tout ça est vraiment magnifique, le cadre est superbe. Et en fait, il y a une scène d'échange entre deux fantômes qui ne peuvent pas interagir entre eux, qui ne peuvent pas parler. Et en fait, là, moi je trouve que c'est du génie, mais ce que j'ai adoré, c'est que l'échange a été sous-titré. Donc ils se font juste un signe de la main et bonjour, ça va, qu'est-ce que tu fais? J'attends quelqu'un. Mais le j'attends quelqu'un a aussi une signification que vous allez découvrir un petit peu plus tard dans le film. Moi, j'aime beaucoup cette scène-là que je trouve tendre et, euh, et qui. Et ouais, c'est muet. Et j'aime bien cet artifice-là. Et ça m'a fait penser un petit peu. Enfin, j'ai repensé à cette scène-là quand j'ai vu Everything Everywhere All at Once, avec la scène des cailloux. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. Où en fait la mère et la fille, voyez ce film, c'est génial, qui discutent, tout comme c'est des cailloux en fait, c'est sous-titré. Et Mmh. ouais, quand j'avais vu ce film qui est beaucoup plus récent, ça m'a tout de suite fait penser à ce moment-là. Tu trouvé ça génial, toi? Ouais, D'accord, voilà. OK. Désagréable. Non, pas Euh, désagréable, on n'est pas d'accord, mais on en a jamais parlé, donc ça serait marrant qu'on en parle. j'ai pas de scène particulière, mais j'ai plein de moments de solitude où il est tout seul, où il erre, où il essaie de gratter le message. Cette solitude absolue et infinie et abyssale, puisqu'en fait, il, il est ancré dans un lieu qui va également mourir. Il est enfermé en boucle dans son souvenir, à la quête de régler quelque chose, un traumatisme irrésolu. Enfin, et à partir du moment où M part, bah, je trouve ça triste en fait. Il y a plein de plans que je trouve tristes. Et je trouve ça vertigineux en fait. De me dire, tu sais, ça me fait poser des questions sur le fait, bah, quand, quand tu survis à tes amis, à ta famille, par exemple, que t'as plus tes proches, enfin, tu vois, c'est des choses qui peuvent faire peur. Et je trouve que le film l'aborde aussi à sa manière. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même assez. Quand elle part, je trouve ça tellement triste où il se retrouve tout seul à être dans son deuil. Alors, évidemment, t'es pas d'accord sur la personnification, mais ce personnage qui devient d'un seul coup seul devant l'immensité du monde, ça me peine énormément. Après, évidemment, la scène où il tente de mettre fin à ses jours, bon, je trouve ça aussi assez triste aussi. Et le fait qu'il revienne après aux origines, enfin, moi, j'aime vraiment la dernière partie que je trouve vraiment très très belle et qui redonne du cœur quelque part à quelque chose qui était un peu triste. Parce que du coup, la boucle fait que il est en mesure de régler la boucle traumatique, il est en mesure de la rompre en fait, et d'être à la fin apaisé.
Bon, bah, on va clôturer avec le presque mot de la fin. Et comme c'est moi qui présente, la règle, c'est que je dois me taire pendant la sentence. En résumé, Cédric, est-ce que tu recommanderais ce film? Oui, bien sûr que je recommande ce film. Merci Cédric. On se retrouve la semaine prochaine. Non, mais même si, bon, voilà, sur l'interprétation, on n'est pas forcément d'accord. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, hein, c'est juste que pendant le film, on n'a pas vu la même chose. Dans le fond, je comprends pourquoi tu as cette vision-là, hein. Mais c'est un film qu'il faut absolument voir. Je trouve Tu que comprends pourquoi j'ai raison, du coup. moi, je trouve que c'est un film qui est magnifique, qui est bouleversant, qui a vraiment un message universel. Les jeux d'acteurs sont superbes. Enfin, Rooney Mara, de toute façon, toujours au top. Voilà, je trouve que c'est vraiment un film à voir. Merci Cédric. Le film est disponible en VOD, mais également en DVD. Si jamais on vous a donné envie de le voir, voyez-le, franchement, c'est un super film. Alors, on a bouclé le film du jour, mais pas l'épisode. Et à la fin de chaque épisode, on aime vous glisser une petite ou plusieurs petites recos de derrière les fagots pour prolonger le plaisir. Alors, Cédric, est-ce que tu as des recos à nous partager? Eh ben oui, j'ai une reco en lien plutôt avec ce film d'ailleurs, parce qu'on parle de mort, tout ça. Je vous recommanderais de regarder L'échelle de Jacob d'Adrian Lyne, un film d'horreur psychologique sorti en 90, qui raconte l'histoire d'un vétéran du Vietnam qui est torturé par ses souvenirs de guerre, hanté par la mort de son fils et tourmenté par ses démons intérieurs. Et toi, Manu? Alors oui, j'en ai deux. Déjà, si vous aimez le duo Casey Affleck et Rooney Mara, je vous invite vraiment à voir Les Amants du Texas, qui est, on en a parlé vite fait dans l'épisode, mais où ils sont vraiment tous les deux assez bons. Mais sinon, moi, je vous recommande Les Fantômes, un film de 2024 qui est réalisé par Jonathan Millet. Alors, ce film est vraiment excellent. C'est un thriller. On va suivre Hamid, qui est survivant syrien, euh, sensible, un peu énigmatique, qui vit à Strasbourg, où il a une vie assez modeste. Et en réalité, Hamid fait partie d'un réseau de clandestins de civils syriens en Europe qui traquent les criminels de guerre de l'ancien régime de Bachar al-Assad, qui sont dissimulés en France et en Europe sous des fausses identités. Euh, et un jour, il croit reconnaître un de ses tortionnaires. Le film est bouleversant, d'une justesse absolue. Le travail sur le son est assez impressionnant. Le film est beau, les comédiens sont géniaux et je pense qu'on va reparler de ces comédiens-là parce que ces comédiens font partie de certains films qui sont dans la watchlist. C'était dispo sur Canal il y a quelques temps, mais je pense que vous pouvez le retrouver en DVD. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Y'a du bruit dans la bobine. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous on en a eu à l'enregistrer. Merci à toi Cédric. Merci, Manu. Retrouvez-nous sur votre plateforme préférée, mettez-nous des étoiles, des cœurs, des pouces ou même des petits fantômes. Si ça vous chante, parlez-en à vos potes, votre famille, vos collègues ou même votre chat. Qui sait, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Allez, salut! Allez, ciao. Qu'est-ce qui te fait rire? Ghost. Je me suis tellement retenu. Ghost.